Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans le RMC Fighter Club numéro 374. Aujourd'hui on parle MMA avec l'énorme UFC 322 qui approche, c'est la tradition, presque tous les ans depuis 2016. L'Orga investit le Madison Square Garden de New York pour l'un de ses plus gros numérotés de 2025. Dans cet épisode, on va s'intéresser à l'ensemble de la carte avec un focus tout particulier sur la pure opposition de style entre Jack Della Maddalena et Islam Makhachev pour la ceinture des moins de 77 kilos. Un programme chaud bouillant pour lequel le pilier du RMC Fighter Club va être mobilisé toute la semaine. Salut Baba. Salut messieurs. Ça va ? Ça va, tranquille, grosse fight week. Ouais. Énorme fight week même, parce qu'on a l'UFC évidemment, mais on a aussi du One, du Cage Warriors, du KSW. Ouais, il y a plein de trucs. Franchement, il y en a pour tous les goûts cette semaine, donc restez branchés, ça va être fort. Jour férié aujourd'hui, c'est sympa de travailler quand même sur un jour férié, mais on est là, motivé, voilà. on est dévoué. Voilà, le programme s'y prête. Alors forcément, on est là. Anto Sterpini, lui aussi, membre de la rédaction RMC Sport, qui est là. Les nuits blanches, ça commence dès ce soir pour toi, hein? Bah, dès ce soir avec les interviews one-to-one, surtout, tout contenu. Cette semaine, vous allez les retrouver sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, sur les comptes Instagram, TikTok, Twitter et même Snapchat. Ouais. On a une équipe de journée et de nuit. RMC, c'est sur tous les fronts cette semaine. Ne ratez rien jusqu'à samedi soir. Ouais, du très lourd avec Hugo Pérez notamment qui est à New York pour suivre cette Fight Week en direct. Et puis il y aura Antoine Simon et Taylor Lapillus qui seront aussi au Madison pour commenter cet événement en direct. Et puis on est très heureux d'accueillir Thomas Godec en studio aujourd'hui. Merci d'être avec nous Thomas, c'est cool. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité pour parler de ce combat qui est très très intéressant. Ouais, t'es expert en grappling, hein, ceinture noire de JJB, coach aussi au Alpha Fight Club, et puis tu livres aussi tes analyses sur différentes plateformes. Donc ça va être très intéressant aussi d'avoir ton avis d'expert sur cette opposition de style. Tu l'as décrit comme une opposition de style, ce combat entre Makhachev et Della Maddalena ? Bah écoute, pas tant que ça, parce que pour moi, c'est deux combattants qui sont complets de toute façon, puisque Jack Della Maddalena, on va l'appeler JDM, ça sera plus ouais, JDM, ouais. JDM, c'est quelqu'un qui est aussi gradé en jiu-jitsu brésilien, il est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien, il s'entraîne avec Craig Jones, donc il est complet, et j'espère qu'il pourra le prouver encore une fois, comme face à Burns. Ce week-end. Ouais, allez, ce week-end, donc le combat principal de cette UFC 322, c'est parti pour le RMC Fighter Club. Focus sur la main card de cet événement énorme. Et comme d'habitude, je vous rappelle simplement que si vous voulez nous suivre, recevoir des alertes pour les nouveaux épisodes publiés notamment, eh bien vous pouvez vous abonner puis liker sur les différentes plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Et d'ailleurs, restez attentifs parce que cette semaine, on va faire un épisode spécial du RMC Fighter Club sur le combat entre Benoît Saint-Denis et Beneil Dariush, là où aujourd'hui sur ce Fighter Club, on va parler principalement du combat principal et puis on va aussi détailler certains aspects des autres fights de cette carte. Les gars, pour commencer, je voulais juste faire un petit focus sur les UFC à New York et notamment au Madison Square Garden parce que c'est vrai que c'est arrivé assez tard dans l'histoire de l'UFC, 2016, le premier événement là-bas avec une énorme carte avec Conor McGregor à l'époque, l'État de New York qui a légalisé le MMA très tard, hein, c'est un sujet qu'on connaît bien en France aussi au niveau de la légalisation. J'aimerais que vous me donniez pour vous, je vais vous les citer, le meilleur main event qu'on ait eu au Madison Square Garden depuis 2016. On a eu Alvarez McGregor, on a eu Bisping contre Saint-Pierre, Cormier-Lewis, Masvidal Diaz, on a eu Usman Covington, Adesanya Pereira, Prochaska Pereira, Jones Miocic et puis cette année Maddalena Makhachev. Pour vous, lequel est le plus gros main event ? Dur à dire. Hein. Non, moi c'est. Non, je dirais que c'est facile. Ouais, pour le coup. Bah, sur le papier, je dis bien sur le papier, avec le niveau de skill dans la cage, Adesanya Pereira c'est très haut. Maintenant, avec ce qui se passait, avec la hype et le résultat du combat et le déroulé du combat, McGregor Alvarez, c'est dur de battre ça. C'est celui auquel tu pensais aussi ? J'allais dire exactement la même chose en parlant d'Adesanya Pereira. En plus, le résultat qui va avec, mais le Conor Alvarez, en plus personnellement, c'est le premier combat UFC que j'ai regardé en direct. Ah, c'est vrai ? C'est la première fois, et il y a mon pote qui me parlait de MMA, je dis vas-y, il commence à me casser la tête avec ça, je vais regarder. Je l'ai regardé en direct. Bon,
Ça sautait un peu à certains moments, c'était galère de regarder l'UFC, mais c'est le premier combat que j'ai regardé et c'est Donc la route tout droit T'étais vers pas le abonné à MMA. Combat Sport à l'époque. Tu regardais en streaming. Combat Sport, je regardais pas il vient de se Bravo, balancer, Denis, hein. c'est secret. Thomas, pour toi, il y en a un qui te. Même ça peut être au niveau des souvenirs. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui te rappelle de meilleurs souvenirs que d'autres? Non, c'est celui-là aussi, pour le côté historique aussi de ce fight. Donc non, puis c'est le premier de toute façon. Ouais, c'est c'est le ça. premier avec le plus gros vendeur de l'UFC. Ouais. Donc faut pas oublier la star qui était McGregor à l'époque. Ouais. Donc forcément, il a attiré beaucoup plus de foule même que n'importe quel autre combat et même celui de ce week-end. Ouais, celui de ce week-end qui peut rentrer peut-être sur un podium hein, pour beaucoup de personnes quand même parce que c'est Makhachev qui va monter de catégorie, qui va essayer de prendre une autre ceinture. L'opposition de style dont on parlait et qu'on va développer reste très intéressante. Et puis Baba, l'ensemble de la carte est grosse aussi. On va en parler dans cet épisode. Mais on a l'ancien champion Leon Edwards. On a aussi un combat entre Michael Morales et Sean Brady. Et puis il y a Benoît Saint-Denis qui ouvre cette carte principale. Et puis l'autre combat pour la ceinture entre Shevchenko et Zeng. Franchement, c'est une carte de ouf parce que le main event, déjà en termes de skills qui sera présent dans la cage, ça va être dingue parce que, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, c'est deux combattants très complets. Il y a une opposition de style philosophiquement parlant, mais c'est deux combattants qui tous les deux travaillé sur leur supposé point faible au point d'en faire une arme très intéressante et même une arme dangereuse l'un comme pour l'autre. Et puis tu as un main event qui est un des combats féminins les plus importants et avec le niveau le plus élevé de l'histoire du MMA féminin, à mon sens. Ça rentre vraiment directement dans le très très haut, dans le très haut du panier avec des Gina Carano contre Chris Cyborg par exemple, ce genre de combat-là. Et puis en plus, ce serait potentiellement la première fois qu'on couronnerait deux doubles champions dans la même soirée, ce qui serait historique. Donc, et puis après, tu as du Benoît Saint-Denis contre Benil Dariush où tu sais pertinemment que des neurones vont se perdre dans la cage et d'autres choses comme ça. Enfin, franchement, il y a une opposition de style parfaite entre Sean Brady et Michael Morales. Non, vraiment, moi je suis super hypé par la carte. Allez, la carte qui sera donc à suivre en direct sur RMC Sport dans la nuit de samedi à dimanche. Thomas, j'aimerais t'entendre d'abord parce que tu commençais à émettre tout à l'heure quelques petites retenues justement sur ce fight. Si on te dit que c'est un choc, comme me le soulignait Baba en préparation de cette émission, entre le grappling létal de Makhachev et une boxe chirurgicale de Maddalena. Est-ce que pour toi c'est ça le thème central? Est-ce que le combat va se jouer autour de ces deux forces chez ces deux combattants-là? Alors, je serais tenté de dire que oui, sur le papier, c'est vraiment ça qui est mis en avant, puisque même si Makhachev il progresse dans sa boxe, on le voit au fur et à mesure du temps, on a vu qu'elle s'est améliorée. D'ailleurs, on voit un indicateur qui nous fait dire qu'il sait boxer, c'est qu'il sait boxer en reculant, parce que c'est pas tous les boxeurs qui savent faire ça. Donc, au niveau de la boxe, il y aura une opposition. On sait qu'il va boxer. Maintenant, il est pas fou. On sait que quand il est mis à mal debout, et ça sera le cas avec un JDM normalement sur le papier en tout cas, il va chercher à lutter et il va chercher à aller au sol dans cette dimension-là. Le souci, c'est qu'il y a le facteur X. On a vu JDM contre Burns. On a vu à quel point il a été bon dans les défenses de takedown. On a vu à quel point il a été bon pour se relever dans les scrambles, à tout niveau. Donc, ça va pas être une mince affaire non plus. Donc, ça sera pour moi vraiment plus qu'une opposition de style. Ça sera vraiment deux combattants de MMA, d'élite, qui vont s'affronter dans la cage. Est-ce que vous pensez qu'on peut être surpris par Makhachev ou par Maddalena? On s'attend à les voir dans deux domaines qui sont les leurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut être surpris par eux? Moi, je pense qu'on peut être surpris par les deux. Surtout, on s'attend bien évidemment, on voit les cotes. Islam Makhachev est ultra favori. Ce qui, selon moi, représente pas vraiment le combat. Et il y a beaucoup de facteurs, tu parlais de facteurs, mais il y a des facteurs X aussi à mettre en lumière. On en reparlera au fur et à mesure du podcast. Mais on a surtout un Makhachev qui monte de catégorie. On sait qu'il a outstriké certains meilleurs strikers des moins de 70. Mais là, on parle de l'élite de la boxe. Donc tu le disais, oui, bien sûr, la ceinture marron de JJB. Mais aujourd'hui, à l'UFC, Jacques de la Maddalena a l'une des plus belles boxes de l'UFC et des plus efficaces. Mouille-toi. Comment ça? C'est la meilleure ou c'est pas la meilleure ou pas? Non, mais non, je la considère. Pour moi, c'est Max Holloway, mais je te jure, je le mets deuxième. D'accord. Je te jure, je le mets deuxième et Topuria en 3. Voilà, pour moi, on a mon top 3, Holloway, JDM, Topuria. Tu m'as mis une pression, j'ai kiffé. Non, parce que là, ça a été un avis tranché sur la Il nous a sorti le podium tout de suite. Et donc,
oui, Makhachev a affronté des bons strikers, mais est-ce qu'il a affronté les meilleurs strikers de l'UFC? Il n'a pas affronté Max Holloway, il n'a pas affronté Topuria, et là il va affronter un boxeur MMA de haut niveau qui combine parfaitement, qui attaque au corps, pivot, sur le reculoir il est fort aussi, il est fort dans la boîte, il est fort partout debout, et on sait Makhachev qu'en début de combat, il aime bien se tester, il aime bien se chauffer, alors que si il se teste entre guillemets avec Jack de la Maddalena, il va peut-être pouvoir déchanter, mais Jack de la Maddalena, il aime aussi se tester aussi en défense de takedown. On l'a vu contre Burns et ça a failli lui coûter le combat. Heureusement qu'il le met KO dans le dernier round. Ça ne lui a pas coûté contre Belal Mohamed parce que Belal Mohamed a eu un game plan un peu bizarre. On en a parlé avec Baba. Donc c'est là, les deux peuvent nous surprendre. Hein. Si Islam Makhachev met un down à Jack de la Maddalena, tout le monde est choqué. Si Jack de la Maddalena met un takedown à Makhachev, tout le monde est choqué. Donc, et que je parle aussi avec vous, hein, si vous êtes d'accord avec moi, ils peuvent le faire chacun, enfin l'un comme l'autre peut le faire. Tout à fait. Tout à fait. Baba, est-ce que, enfin les gars, réagissez si vous voulez, est-ce que justement cette boxe d'élite que n'a pas forcément affronté à ce niveau-là de striking Makhachev peut embêter le Dagestanais? Il a affronté un des meilleurs strikers en la personne de Volkanovski. Bon, la deuxième fois, ça s'est passé différemment. Maintenant, il avait un avantage certain sur Volk, qui était le poids, la taille. Enfin, il y avait des choses intéressantes. Volkanovski, au moment du premier combat, il est à son prime, il est à son pic. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il arrive à amener le combat au point où il y a un argument, qui est un argument tout à fait légitime, où il peut gagner le combat, selon la manière dont tu le juges. Ancienne manière de juger, nouvelle manière de juger, etc. D'ailleurs, Thomas, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure avant de commencer l'émission. Tu dis, si tu revois ce combat-là, tu peux mettre Volkanovski vainqueur. Moi, je l'ai dit dans notre podcast, pour le coup, c'est vrai que le round 4, c'est le round qui fait toute la différence, en fait. Et c'est vrai qu'il y a Volkanovski qui se fait prendre le dos, mais il y a peu de danger, en tout cas, qui a été apporté par Makhachev. Par contre, toutes les frappes, elles étaient à l'avantage de Volkanovski. Maintenant, c'est vrai qu'une frappe qui vient d'un mec qui est pris dans le dos et qui vient frapper derrière, ça dépend comment on les score. Mais en tout cas, pour moi, le dégât, si on se base sur le dégât et sur celui qui marque le plus ce round, limite, même dans la confiance, c'était Volkanovski. Maintenant, attention, hein, je peux le donner à Makhachev sans problème. Oui, il n'y a pas aucun. Oui, non, c'est juste, voilà, si on joue avec le règlement, ça peut se faire. Maintenant, sur ce que tu disais, tu parles de Volkanovski qui était un des meilleurs boxeurs qu'il a rencontré. Faut pas oublier que Volkanovski l'a down dans le début du fight. Donc, et c'est quelqu'un qui venait de la catégorie d'en dessous. Certes, très puissant, mais là, on est dans la catégorie du dessus aussi. Il monte de catégorie et donc la puissance de frappe ne sera pas la même parce que Gilbert Burns en parlait en interview derrière. Il disait que les jabs de JDM, ils étaient ultra puissants, qu'il avait rarement senti ça en fait dans une cage. En fait, il fait mal et pour moi, au-delà la puissance de frappe, c'est un facteur très important. Mais avant de pouvoir exercer ta puissance de frappe, il va y avoir ta faculté, à casser la distance et deux, à accepter que le lutteur casse la distance pour venir avec toi au moins au clinch et pouvoir l'intercepter avec ta boxe avant. C'est quelque chose que par exemple Dustin Poirier a réussi à faire contre Makhachev. Quand il a réussi à stopper quelques takedowns, à rester à l'intérieur pour le boxer, là il a fait quelques dégâts. Là il a mis Makhachev en difficulté. Volk a réussi à le faire parfaitement dans le premier combat. Donc je vois pas pourquoi JDM n'arriverait pas à le faire. Et là, comme le dit Thomas, et comme le dit Anto avant, la puissance de frappe, elle est différente. Elle est différente et moi je trouve que à ce titre-là, JDM est un vrai danger pour Makhachev. Et peut-être que c'est un danger plus important que ne l'était Volk. Je vais même relever le peut-être. J'ai demandé à Anthony de se mouiller, donc je vais me mouiller aussi. Pour moi, c'est un danger plus important que celui de Volk. C'est bien, tu t'appliques à toi-même ce que tu appliques aux autres. En respect. Est-ce que justement, parce que Makhachev il a connu ça donc dans le sens inverse avec Volka qui montait, est-ce que l'avantage là-dessus, il va être réel pour Jack Della Maddalena du fait d'être dans sa catégorie naturelle? Ça dépend, on parle de avant ou après la créatine. Alors ça, je te laisse mettre de tes propos et de ton analyse que tu vas développer. Il avait découvert la créatine et c'est comme ça qu'il avait pris du poids. C'est pour ça. Non, mais est-ce que Makhachev va être déstabilisé par le fait d'arriver dans une nouvelle catégorie où il y a 7 kilos d'écart par rapport à ce qu'il a connu avant chez moins de 70 et d'arriver face à un mec qui lui a l'habitude de cette caté? Pour toi, ça va être un gros game changer dans ce fight? C'est un game changer parce que il y a un gros écart quand même entre les deux catégories. Donc forcément, ça fait partie des catégories où le bon est le plus dur à faire. Donc forcément, c'est que le gabarit, il est différent. En plus de ça, si on fait une corrélation sur une taille allonge,
Burns, c'était sensiblement la même taille, la même allonge que Islam Makhachev. Donc ça vous donne un peu la perspective. Et on voyait que dans le combat, on avait quand même un JDM qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus massif que Burns. Ouais. Profil des combattants, Baba. On va parler d'abord de Makhachev. On va faire des petits focus sur l'un et sur l'autre pour ensuite regrouper les deux, et notamment avec plusieurs sous-thèmes qu'on a avec Craig Jones, qui pourrait avoir un apport très important dans cette prépa et dans l'application de ce fight, et puis cette opposition striking grappling qu'on pourrait avoir. Islam Makhachev, tu le décris un peu comme le grappling absolu. En tout cas, c'est ce qu'il dégage dans ses combats, avec un style sambo, avec un contrôle total, et avec aussi une énorme force dans les transitions. Ouais, exactement. Je trouve qu'il va vite dans ce qu'il fait. Dans son grappling, là, parce qu'il a toujours été comparé avec Khabib, évidemment, donc on va pas pouvoir y couper dans cet épisode-là non plus, où Khabib avait un grappling très étouffant, n'est-ce pas, Thomas? L'histoire là, de te ramener dans les eaux profondes, je crois qu'il y a vraiment que Khabib qui le faisait, tu vois. On le dit beaucoup d'autres mecs. Lui, vraiment, c'était ça. Il te noyait, il te saoulait de coups, de transition, de choses comme ça, et beaucoup de contrôle. Makhachev, je trouve qu'il est plus létal dans son approche. Khabib voulait te tabasser, en fait. Il voulait te tabasser, et puis si ton coup se présentait, bon bah écoute, je vais t'étrangler parce que voilà, j'en ai fini avec toi. Ou avec Geji, il l'a étranglé parce qu'il avait rencontré sa maman dans la semaine et qu'il avait dit je vais pas le tabasser votre fils parce que maintenant je vous aime bien. Moi c'est un truc de ouf parce qu'en plus c'est vrai. Mais au-delà de ça, Makhachev, je le trouve un peu plus létal dans le sens où lui, quand ça arrive au sol, il va t'étrangler. Il va te soumettre, il va trouver un moyen de le faire assez rapidement. Et puis des fois, dans un combat comme contre Dustin Poirier, tu te demandes pourquoi il l'a pas fait avant, tu vois. Quand la séquence de fin, tu te dis tu fais ça dans le premier, on n'en parle plus, quoi, tu vois. Bon, après, évidemment, Poirier, il avait opposé une belle opposition. Maintenant, moi, ce que je pense, avant de passer la main à Thomas par rapport aux qualités de Makhachev, c'est que moi, je trouve que sa plus grande force, c'est son QI, c'est son fight IQ. Et en fait, ça va être la somme de cette intelligence situationnelle, où le combat il est ce que j'ai besoin de reculer, est-ce que j'ai besoin d'avancer, et sa capacité à prendre une décision. En fait, lui va prendre sa décision comme ça. Il va dire là, en fait, c'est le moment où je peux te contrer et derrière transitionner au sol et t'étrangler. La séquence du finish de Charles Oliveira, elle est exceptionnelle. Je te touche, je descends, je sais déjà que c'est ça. Je sais déjà. Et c'est là où et le fight IQ et le côté complet de sa palette est énorme, parce que ça commence en striking, c'est là qu'il sonne vraiment de Charles Oliveira, et finalement au sol, dès qu'il est dans ce domaine qu'il maîtrise plus que tout, c'est là où tu sens qu'il est quasiment injouable. Et c'est, je pense que ce que tu veux dire, Baba, c'est qu'en fait il a un côté létal. Dès qu'il se retrouve dans une situation, il sait comment pouvoir terminer, et il a tout de suite cette vision. C'est ça, moi c'est ma perception en tout cas de son style. Maintenant sur le grappe, Thomas, moi la question que je me pose en termes de style, parce qu'évidemment c'est comme pour tous les sports de combat, il y a des styles différents. T'as des mecs qui sont plus sur la position avant la soumission, n'est-ce pas? D'ailleurs c'est un petit peu le motto qu'on a eu pendant des années. Et il y a des mecs un petit peu comme les frères Diaz, etc. C'est je vois un bras, je vois un coup, t'es mort. Dans quelle catégorie lui tu le classerais? Tu vas pas m'aimer parce que là je vais pas prendre de position. Mais c'est un peu les deux. Attends, c'est mouillé tous les deux. Non, mais parce qu'après il y a une réalité, c'est que c'est un peu des deux, c'est qu'il est capable de transitionner sur les positions, et il est capable de prendre une soumission à la volée. Enfin, en tout cas, qui va se présenter comme ça a été le cas avec Poirier. Si je te donne des exemples, par exemple, tu prends Dan Hooker, il a été travailler sa position de la demi-garde pour aller chercher après Sakimura et venir finaliser. Et tu prends le combat contre Poirier, il l'amène au sol, Poirier il vient, il essaie de revenir dans les jambes. Donc il fait son scramble de base, quoi. Il voit le bras-tête qui se présente, il le prend, il finalise. En plus, avec son bras-tête signature, on va dire, qui est beaucoup moins profond, sa dart choke qui est pas très profonde, où il vient vraiment poser la main sur l'épaule, et ça fonctionne très bien. Et pour le coup, tu vois, il sait faire les deux. C'est aussi la marque d'un grand grappleur, c'est de pouvoir justement naviguer dans toutes ces eaux-là. On parlait de Khabib tout à l'heure, la comparaison. En fait, pour moi, Makhachev, il a beaucoup plus de chemin de victoire, mais il va être beaucoup moins étouffant. Il va s'installer, il va se positionner, il va chercher un angle où il va pouvoir attaquer une soumission. Derrière, par contre, il y a une faille, c'est quand il prend le dos. Malheureusement pour lui, il ne sait pas finaliser du dos. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a vu sur plusieurs de ses combats, que ça soit contre Poirier de mémoire, que ça soit contre Volkanovski. En fait, souvent, il est trop haut sur sa position, ce qui fait qu'en fait, sa ligne d'épaule est trop haute. Si on rentre dans le détail, il faut que la ligne d'épaule soit un peu plus basse. Là, il peut essayer d'aller chercher les soumissions. Donc, on va dire que si tu as Islam dans ton dos, je vais mettre des gros guillemets, c'est pas un vrai danger, d'accord? Il sera plus dangereux s'il est sur une position de contrôle, s'il part de la demi-garde
Ce qu'il a fait avec Oliveira, de la demi-garde, il a attaqué le bras-tête. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a attaqué le bras-tête vraiment en diagonale pour masquer un petit peu la chose. Et puis après, il est venu, il est sorti. Il est très stable sur les. Quand tu veux le renverser en papillon aussi, il arrive très bien à casser avec ses hanches pour rester, en fait, pas accompagné, mais plutôt casser pour arriver à garder sa position de contrôle. C'est là où il est vraiment très très fort. Donc, il y a de la pression et il y a des chemins de soumission. Maintenant, ça le rend un peu moins létal, par contre, qu'un Khabib à l'époque. Parce que Khabib, quand il t'emmenait au sol, tu savais que derrière, tu allais passer un sale quart d'heure. Là, tu as plus de possibilités, comme il y a plus de jeux, tu as aussi plus de portes de sortie. Est-ce que, mais pardon, Anto, juste avant de donner la parole, mais par rapport à ça, toi, ceinture noire de JB, et puis coach, c'est un truc que ça, tu l'as identifié, il l'a identifié aussi forcément qu'il était moins bon dans le dos, il peut le travailler facilement. Peut-être que sur ce combat-là, on pourra constater qu'il s'est aussi amélioré dans ce domaine, ou alors c'est dur à améliorer ce genre de petits détails. C'est vrai. Mais à la fois, on a tous nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même jeu. C'est pour ça que j'aime cette discipline, c'est que chacun, en fonction de ses possibilités, de ses forces, va pouvoir s'installer d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, dans ma carrière de jiu-jitero, j'ai évolué. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais dans le dos et j'étranglais tout le monde, puis il y a des moments où j'étais dans le dos et je ne savais plus étrangler. Donc je passais sur la position montée, j'attaquais des bras-têtes. Et en fait, il y a des moments où t'as beau y être, t'es là, tu connais le système, tu sais comment il faut faire, et pourtant, ça passe pas. C'est mental. Comme ça. Non, c'est pas mental, c'est juste que à ce moment-là, ton positionnement, tes entrées, elles sont pas claires. C'est juste ça. Et c'est de l'ordre du ressenti. Ce qu'on appelle le jiu-jitsu invisible, tu sais, c'est de l'ordre du ressenti. Donc dans ce cas-là, tu fais quoi ? Tu vas changer de position et puis tu vas essayer d'attaquer autre chose. Donc c'est vraiment ça. C'est pas sa technique. Anto, sur le style Makhachev. C'est ce que je voulais en parler avec toi, Thomas. C'est qu'on dit que Makhachev a beaucoup évolué en striking, c'est vrai. Il est passé d'un striker très moyen à se faire mettre KO par Martins à un très bon striker et rivalisé avec Poirier et Volkanovski. Mais je trouve aussi que dans sa lutte et dans son grappling, il a fait qu'évoluer aussi. Avant, avec un style très Nurmagomedov, Khabib plus, parce que Oumar a montré d'autres choses aussi. C'était plus, il shootait vraiment très près. J'allais te coller et il allait chercher son monde en fait. Très vite dans le combat, il voulait son monde à lui et aller chercher la soumission ou même le TKO, pourquoi pas. Et plus les combats avançaient, plus il prenait en expérience et aussi peut-être en confiance, il shoot de plus loin pour aller chercher la jambe. Il peut aussi coller mais contre la cage. Mais aujourd'hui, je le trouve qu'il est plus fort dans la lutte à l'ouvert. Avant, il allait très vite chercher la cage pour te coller contre la cage, t'emmener au sol, comme il a fait avec Dan Hooker pour aller chercher la Kimura. Et il menace aussi énormément la soumission. La Kimura, il la menace, et si Awaka va passer, il le fait. Il peut menacer aussi avec un bras-tête ou un Darcho, comme tu l'as expliqué. Mais là, dans ses derniers combats, on l'a vu contre Moïcano et contre Poirier, vous en avez très bien parlé. La lutte à l'ouvert et le grappling, je ne sais pas si on peut dire ça, le grappling à l'ouvert, mais en tout cas, il a eu un grappling beaucoup plus opportuniste. C'est qu'il sait lutter, mais plus contre la cage. Et il peut l'utiliser contre n'importe qui. Après, bien évidemment, certaines personnes vont avoir les réponses. Et peut-être j'anticipe ce que tu allais dire. Jack de la Maddalena est très fort en scramble. Et donc peut-être que la lutte à l'ouvert qu'il a pu faire contre Poirier et contre Moïcano ne vont pas fonctionner contre Jack de la Maddalena. C'est vrai ce que tu dis, parce que à la base, c'est un judoka. Le sambo, le judo, c'est deux mondes qui sont très très liés. Et c'est vrai qu'à la base, il utilisait beaucoup de techniques de judo. Il arrivait, over-under, hop, un petit fauchage, et puis il faisait chuter. Ça collait avec le fait qu'il savait moins bien boxer. Parce qu'il était obligé de casser cette distance pour éviter de prendre des frappes. Aujourd'hui, il boxe mieux, donc il impose une distance qui est plus longue. En plus, il kick beaucoup. Donc il impose une distance qui est plus longue, donc il a dû apprendre à faire différemment. Là, c'est quand il a commencé à shooter à l'ouvert. C'est vrai qu'il s'est amélioré sur ça, parce qu'à la base, c'était pas du tout quelqu'un qui était bon là-dessus. Mais malgré ça, tu vois, Khabib, quand il shootait à l'ouvert, parce qu'il faisait que ça, il était très fort. Il te rentrait dedans, il te plantait dans la cage, et derrière, il venait, il t'amenait. Je le trouve moins bon, Makhachev, dans le domaine. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'il privilégie plus le single leg que le double leg, si tu regardes bien, parce que tu prends moins de risques quand tu attaques le single leg. Et après, du single leg, il va pas forcément t'amener tout de suite. Il va plus t'amener justement à la cage, te contrôler, et après revenir dans quelques crochetages, ce genre de choses, ou essayer de t'arracher. Ce qu'il a fait contre Poirier. Et d'ailleurs, on a vu que, pourquoi je dis qu'il est un peu moins bon, parce que Poirier, certes, il avait beaucoup travaillé là-dessus, mais il a réussi à défendre. Et JDM, on voit qu'il a d'excellentes défenses sur le single leg. On l'a vu contre Burns. Burns, pour moi, est bien meilleur sur les shoots à l'ouvert, parce qu'il shoot de beaucoup plus près. C'est-à-dire que quand il y va, il rentre dans les jambes, c'est beaucoup plus létal, c'est beaucoup plus dynamique. Là où tu le vois un peu plus venir un Makhachev qui shoot d'un peu plus loin. Donc dans la défense, je dis pas qu'il ne tombera jamais, il va forcément tomber. Après, c'est
tout dépend comment il va se relever. Et on en parlera tout à l'heure avec le style anti-Dagestanais. Mais en tout cas, il a les armes pour déjà être assez stable pour aller à la cage. Il a beaucoup de souplesse de hanche, ce qui lui permet de sortir sa jambe. Il sait exactement où pousser pour sortir. Donc ça va être des grosses forces. Et surtout, il a mis en place contre Belal un truc qui a très bien fonctionné. C'est de descendre sa ligne d'épaule en gardant sa garde de boxe au niveau de la ligne d'épaule de l'adversaire quand il vient pour shooter. Ce qui gêne énormément en fait. La première ligne de défense en lutte, c'est la tête. Donc si ta tête elle est au même niveau que celle de ton adversaire, tu ne peux pas rentrer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail d'action-réaction pour passer en dessous et venir après amener l'adversaire. Quand tu shootes de loin, ce qui a été le cas de Belal, ça lui permettait de descendre, de mettre sa frame avec son avant-bras et ensuite, lui, en plus de venir mettre ses armes de boxe anti-lutte qui sont les uppercuts et les genoux. Vous voyez le genou de JDM dans le combat contre Belal. C'est pas des genoux forcément pour mettre KO. Vous voyez, il monte sa jambe très très haut. Finalement, c'est une distance qu'il impose. Donc oui, je pense qu'il a les armes pour bloquer cette lutte à l'ouvert de Makhachev et je pense qu'il devrait plus revenir justement après, il faut pouvoir rentrer en boxe. Et aussi rentrer dans la distance, mais plus revenir sur du judo qui pourrait peut-être être un peu plus gênant. D'ailleurs, sur le premier face-off qui a eu lieu, là, j'ai eu l'impression que la différence de taille n'était pas si ouf entre Makhachev et Neil Magdalena. Non, il n'est pas beaucoup plus grand. En les voyant en face-off, je m'attendais à avoir une différence de taille bien plus signifiante, mais finalement... En taille, il n'est pas beaucoup plus grand. Après, il est plus large. JDM, il est large, il est musculeux. Et, il prend de la place. C'est un 77 kg qui est sec. Tu vois, c'est pas le 70 kg qui a dit j'en ai marre de faire du cutting et je monte à 77. C'est un 85 kg qui cut pour combattre dans cette caté. Alors rapide pour terminer sur Makhachev avant de se recentrer sur Magdalena, Baba, en évoquant les faiblesses, on a dit faiblesses possibles, parce qu'il faut quand même les mettre entre de gros guillemets, ces faiblesses. T'en as identifié quelques-unes quand même. Ouais, bah évidemment, la première pour moi, ça va être en termes de défense sur les coups reçus. Il peut être un peu poreux. C'est toujours ce système de défense en boxe, c'est pas des boxeurs de base, même s'ils commencent par le sambo, donc évidemment il y a des frappes et que tu apprends à défendre les frappes, c'est quand même très différent. Moi j'ai fait du muay pendant une grosse partie de ma vie, quand j'ai commencé l'anglais je me faisais remplir parce que c'est pas le même sport, tu vois. Et Thomas peut te dire, parce qu'on pratiquait au même endroit, le Red Star Box, on va t'apprendre à défendre beaucoup mieux que ce que tu le fais. Donc vraiment je pense qu'il a corrigé certaines choses par rapport à ça, où il pouvait prendre plus de coups. Mais voilà, contre un adversaire contre JDM, et quand on évoquera JDM, je rentrerai plus en détail dedans, ça peut être dangereux. Pour moi, son problème à Makhachev, et c'est son gros défaut par rapport à Khabib, puisqu'on a toujours un petit peu comparé, c'est sa propension à rester dans des échanges prolongés. Khabib, lui, il t'interdisait les échanges prolongés. Tu pouvais pas, en fait. À part quand il voulait. Quand il a voulu faire son 3e round avec Conor, là, il y avait quelque chose à prouver. Il y avait une guerre civilisationnelle en fait entre les deux. Il a dit non, je vais rester debout, je vais tabasser. Mais s'il voulait pas, il voulait pas. S'il décidait que tu pouvais envoyer que 2 coups, c'était terminé derrière en fait. Et puis de toute façon, toi-même, tu n'avais pas spécialement envie de rester si longtemps que ça parce que bon, ça devenait chaud. Makhachev, il autorise un peu plus ça. Il a autorisé à Poirier, il a autorisé à Volk. C'est des choses que même dans une certaine mesure contre Oliveira, il a autorisé aussi. C'est quelque chose où des fois il peut tomber un peu dans la complaisance. Peut-être en se disant, moi de toute façon, je sais que je peux emmener le combat au sol quand je veux. Je sais aussi que je peux les mettre KO, donc je vais rester un peu plus debout, tu vois. Et ça peut pour moi poser problème. Alors Thomas, ce que dit Baba, là, est-ce que tu es d'accord? Et est-ce que tu considères que c'est justement ce côté un peu plus tête brûlée, peut-être, en disant tiens, le mec veut me chauffer là-dessus, de la complaisance, je vais quand même aller sur son terrain, je vais essayer de le prendre là-dessus, quitte à se prendre des coups? Ou alors est-ce que c'est un manque de capacité technique, de réponse au moment présent où ça se passe? Non, je suis plutôt d'accord pour le coup. Et d'ailleurs, là, il va avoir un gros test parce que c'est JDM, il frappe au corps. Ce que, par exemple, Poirier ne faisait pas du tout. Il était centré sur la tête et tout ça. Donc là aussi, on va voir des différences parce qu'il a été poreux. Si on parle d'être poreux dans la défense, il a été poreux face à Poirier. Mais sur quelqu'un qui était unilatéral. Vraiment, c'était vraiment ça. Là, quand ça va commencer à monter encore tête, il va comprendre ce que c'est que la véritable boxe anglaise. Et surtout qu'en plus, il est pas mauvais avec ses kicks aussi, JDM. Donc voilà. Après, le truc, c'est que, comment dire, je suis pas sûr que ça soit un péché d'orgueil. C'est juste que c'est tout simplement son style, en fait. C'est, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un combattant complet. Donc forcément, quand on est complet et qu'on n'est pas aussi unidimensionnel que l'était Khabib, tu es obligé, en fait, de varier. Parce que quand tu es unidimensionnel, tu es très très fort dans un compartiment.
Là, il est moyen un peu partout. Alors, quand je dis moyen, encore une fois, Oui. c'est un combattant d'élite. Non, mais parce que je sais dans les j'espère que tout commentaires, le monde qu'est-ce qu'il comprendra. raconte, Oui. celui-là. Enfin, on parle pas d'un combattant moyen du tout. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, tiens, voilà, comme ça sera contre mon camp. Mais prenez les gens qui viennent du jiu-jitsu brésilien, qui performaient énormément, comme un Burns par exemple, qui était champion, qui a gagné les Worlds en ceinture noire adulte, hein, pour le coup. Quand il s'est mis au MMA, forcément, il n'a plus que travailler que le sol. Ouais. Donc, forcément, il est devenu moins bon au sol. Et puis, le sol a changé aussi. C'est un sol MMA et puis un sol grappling. Ce qui fait que si demain, il refait les Worlds en black belt adulte, même s'il a encore l'âge, qu'il a encore la forme et tout ça, jamais il gagne. Donc, c'est une réalité. Plus on va travailler d'axes différents, et moins on va être spécialiste dans un axe, et moins on va être... C'est rejoint exactement le point dont vous discutiez tout à l'heure, en fait. Le fait que Makhachev il soit moins efficace dans un certain domaine pour pouvoir amener ses adversaires au sol, c'est toujours la même chose. En fait, tu vas devoir travailler certains points. C'est un peu mon reproche de base du MMA moderne, où on trahit la promesse du MMA, de dire c'est qui le meilleur en fait entre le karatéka et le jiu-jitsu, etc. Là, maintenant, tout le monde veut être complet partout, et du coup, tu deviens moyen. Et je remets encore les guillemets pour ceux qui sont en audio, tu deviens moyen partout et tu perds ce qui va faire ta spécificité, ce qui va faire ta force. C'est plus ce qu'on avait à la base. La famille Gracie, ils arrivaient, ils se prenaient pas pour des Golden Gloves en fait. Le but du jeu, c'est d'amener au sol, de t'étrangler. Point barre. Il faisait du Rabib, hein. C'était la jambe en avant, enfin pour casser la distance, il faisait un grand step pour venir lutter et puis après c'était parti, ils allaient au sol. C'était vraiment ça. Mais il y a surtout un truc qu'il faut mettre quand même en exergue, c'est que oui, Makhachev, il y a le poids, il va changer de catégorie. C'est compliqué, tu le disais, il y a 7 kilos d'écart, mais surtout là, de la Maddalena, il va faire face à la pire version d'Islam Makhachev en moins de 77. Le deuxième combat, il sera meilleur. Le troisième, il sera habitué à ce poids-là. Là, aujourd'hui, Makhachev en 77, c'est la pire version. Après, pire version, je mets encore des guillemets parce que voilà, mais Makhachev ne sera jamais moins fort que ce week-end en moins de 77 kilos. Ouais. Ok, en tout cas, Makhachev, il a fait de très belles choses. Je veux t'entendre aussi, parce qu'avant l'émission, on a parlé d'un petit truc. Juste en citant quelques stats déjà de Makhachev qu'il a en carrière, il n'a qu'une seule défaite pour 27 victoires. Il a déjà mis 13 soumissions, 5 KO. Alors surtout, il a 15 victoires consécutives depuis 2016, deuxième ex-aequo avec Ousmane et surtout derrière Silva. Donc s'il gagne ce combat, il rejoint Anderson Silva avec ce record de victoires consécutives qui est pour moi quand même un des plus gros records que tu peux battre à l'UFC. Il a aussi le deuxième plus haut taux de victoires avec 94% de victoires pour les mecs qui ont plus de 10 combats à l'UFC. Le premier, il s'appelle Khabib et il est à 100%. Donc ça, ils occupent les spots 1 et 2. Donc forcément, la stat descendra s'il perd la contre Della Maddalena. Mais actuellement c'est le cas. Quand on parlait avant l'enregistrement, Thomas, tu disais j'ai quand même envie d'émettre une petite critique sur la construction de carrière des Dagestanais. Est-ce que tu peux développer ça vite fait avant qu'on passe à Jack Della Maddalena? Ouais, non, après, ceux qui m'écoutent sur Tatami Connexion, ils le savent, hein, de toute façon que j'ai pas de problème avec les Dagestanais, je le répète, j'ai juste un problème avec la team Khabib. Jusqu'à ce qu'ils finissent par prouver. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, effectivement, il y en a un dans la personne de Khabib qui a construit une carrière, qui a construit son 29-0 avec beaucoup d'adversaires qui étaient en 1-0. Enfin, voilà, c'était vraiment des adversaires qui étaient de seconde zone, entre guillemets. Il a fallu qu'on attende qu'il rentre à l'UFC et qu'on arrive dans son dernier carré où il a eu des adversaires qui lui ont permis de confirmer son niveau. Après, la chance qu'ils ont aussi, c'est qu'il y avait, il n'y avait pas de profil à mettre en place, peut-être un Ferguson à l'époque comme pour Khabib, mais il n'y avait pas vraiment de profil à mettre en place qui était vraiment là pour les contrer, entre guillemets. Et Makhachev, lui, il a construit sa carrière avec l'aura de Khabib, avec laquelle il est en train de se détacher aujourd'hui. C'est-à-dire que là aussi, au fur et à mesure, et c'est pour ça que voilà, j'ai été très dur avec eux, et comme j'ai dit, moi j'attends toujours la confirmation. Plus il avance, plus il grimpe les échelons, et plus ce que je pense à la base sur la construction, elle s'évanouit, parce qu'on a le droit de commencer bas. C'est l'erreur qu'on fait en France d'ailleurs, on en parle souvent, par exemple avec Tony Yoka et tout ça, où on veut monter trop vite, trop tôt, tu vois, voilà, donc ils ont raison de construire leur carrière. Maintenant, ce qui compte, moi, à chaque fois ce que je dis, ce qui compte, c'est dans les derniers carats, c'est ce que tu vas faire de la fin de ta carrière. Là, bien sûr que s'il bat JDM, et qui vient, et qui est en plus dans la caté du dessus, qui prend la double ceinture virtuelle, puisqu'il a dû laisser sa ceinture dans la caté du dessous avec la nouvelle politique de l'UFC, là, d'un coup, il n'y a plus de débat. Là, peu importe le début de carrière où il a été un peu propulsé vers l'avant, là, ça pose plus de problème. Si je prends un contre-exemple, Oumar Nurmagomedov, qui a combattu, qui a essayé de prendre la ceinture face à Merab, lui, il a bénéficié du nom et de l'aura, il est monté très vite,
mais il s'est pris une porte. Mm. Donc c'est ça qui compte en fait. C'est est-ce que tu prends la porte ou est-ce que tu la prends pas. Est-ce Et que, quel est le niveau d'adversité aussi. est-ce que bon, c'est parce que sa défaite, elle est anecdotique. Makhachev, finalement, c'est Adriano Martin. C'était sur son premier, deuxième combat UFC, Ouais. tout début. Depuis, est-ce que ce qu'il a fait, c'est déjà mieux que ce qu'a fait Khabib pour vous en termes d'adversité? D'adversité. Oui, Ah, oui, légèrement, oui, légèrement, ne serait-ce légèrement que- mieux. qu'avec Oliveira déjà. Voilà, c'est légèrement mieux. Il y a Charles Oliveira dans le paquet. Il y a Volkanovski qui est pas loin d'être un meilleur adversaire que ceux que Khabib a battus. Ah, j'allais Tous. dire complètement. Je pense que Volkanovski. Donc est un oui, meilleur je pense que adversaire. son résumé est meilleur. Il y a plus de longévité au top. Moi, c'est mon seul problème avec Khabib, c'est la longévité au top. T'arrives au top, et il a 3 combats pour le titre exceptionnels. Ouais. Ça, c'est clair. Mais après, et on parlait de classement tout à l'heure au bureau, voilà, si tu commences à dire des classements, des all-time great, du GOAT, etc., bah, c'est là où la comparaison elle va affaiblir face à des gens qui ont des règnes longs et qui ont pris des combattants d'élite forts. Maintenant, oui, je pense que le règne d'Islam, il est meilleur, même si pour ceux qui écoutent aussi le Fighter Club, vous savez que il y a beaucoup d'arguments que Thomas avance avec lesquels je suis d'accord. C'est pas du manque de respect au niveau de la carrière des Dagestani, c'est que simplement, factuellement, bah, là, Islam est en train de construire quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord, comme ça au moins c'est clair. S'il gagne demain, fin ce week-end, on n'en parle plus. Ouais. Mais voilà, des fois, même si moi je pense que ces deux-là battraient n'importe qui, moi c'est ce que je pense, après il faut faire avec les faits, il faut faire avec ce que tu as fait dans ta carrière, ce que tu as écrit. Jack Della Maddalena, on va en parler maintenant avec Baba. Je vais repartir avec toi parce que c'est ce que tu avais listé, mais un style évidemment boxe, timing, précision. Ça va être ça ses forces. Ouais. Et puis justement quand tu rentres et quand tu focuses un peu plus sur la boxe, il a aussi beaucoup de variété dans les angles qu'il arrive à distribuer sur son striking. Et puis il y a quand même une bonne défense de lutte aussi. On a parlé des scrambles tout à l'heure qui pourront être une arme importante face à Makhachev. Et puis c'est un mec qui aussi reste assez calme même quand la pression elle est constante. Et c'est bien aussi pour ça qu'il a réussi à faire déjouer Belal sur son dernier combat. Exactement. Je pense que tout comme Islam a le fight IQ pour lui et un mental d'acier, JDM c'est à peu près la même chose. C'est un combattant intelligent, c'est un combattant qui est très fort mentalement, qui même dans le feu, même en étant dominé, on l'a vu contre Burns par exemple, il est capable de produire quelque chose. Et si tu veux, c'est un peu le striker's wet dream comme on dit, le rêve un petit peu, tu vois. Mouillé, humide. Tu sais, depuis les années qu'on regarde du MMA, et moi, c'est un mec comme Mirko Kokop qui m'a fait regarder du MMA parce que c'est un striker qui décide de faire du MMA. Et donc, moi, j'ai 19-20 ans, donc on va tous les défoncer, les mecs du sol, là. Donc, je suis avec lui. Sauf qu'il se fait presque casser le bras par Minotauro, notamment. Et derrière, il développe un style, Mirko Kokop, que tu veux voir pour un striker. C'est-à-dire, je te tabasse debout et si tu essaies de m'amener au sol, mon sprawl, il va être parfait. Si tu m'amènes au sol, si tu arrives, je vais me relever parce que je saurais quoi faire. Je vais pas faire quelque chose de fou. Je vais pas être sur mon dos, te sortir un renversement digne des meilleurs ceintures nord de JB. Non, moi, mon game, il est fonctionnel pour me relever. Tu vois, c'est tout. Je sais comment faire et je vais me relever et on repart debout. Et par contre, dès que je me remets debout, je vais pas attendre. Je vais pas reculer, je vais pas tourner. Je vais t'envoyer un kick de l'espace, je vais te faire dormir. Je vais t'envoyer une gauche de l'espace, je vais te faire dormir. JDM, c'est ça. En fait, c'est que il va te boxer, il va pas avoir peur de rentrer à l'intérieur, il va varier ses zones de frappe, comme disait Thomas, en haut, en bas, contrairement à plein de boxeurs qu'on a labellisés meilleurs boxeurs de l'UFC. C'est pour ça que j'aime bien Max en 1, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup au corps aussi. Et moi, ça va être beaucoup ça. Pam, tu vas mettre KO des mecs, t'as le KO power, c'est génial. Par contre, la boxe, techniquement parlant, de travailler en haut, de travailler en bas, de savoir pourquoi tu vas travailler au corps pour faire baisser la garde ou pour faire mal au corps, ça va être très important. Et puis surtout, JDM, il va te punir. Si jamais t'arrives pas à l'amener au sol, ou si tu l'amènes au sol et que tu n'en fais rien, que tu le soumets pas, que tu le tabasses pas, quand tu vas te relever, tu vas être en grand danger. Parce que lui, il va pas hésiter, il va te rentrer dedans. Et donc, si j'analyse bien ce que tu dis, est-ce que tu considères, on disait, bien sûr, entre toutes les guillemets qu'on a mises, Makhachev un peu moyen sur tous ces domaines-là. Lui, JDM, tu dis qu'il est resté très très fort dans ce domaine qu'il maîtrise bien, donc la boxe, en développant de manière un peu moyenne d'autres aspects du jeu pour pouvoir au moins répondre dans ces aspects-là si jamais il y est attaqué. En fait, c'est une question de fonctionnalité. Moi, je trouve que ça, en tant que coach, ce qui m'intéressait toujours, c'était de donner à mon élève quelque chose de fonctionnel par rapport à ses qualités. Moi, j'ai toujours dit, le meilleur combattant, c'est pas, je vais prendre une analogie footballistique, c'est pas Ben Arfa. Il est super fort, ouais, il peut traverser tout le terrain, dribbler tout le monde, mais on a vu la carrière que ça a donné. C'est celui qui marque. En fait, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus près de son potentiel. Tu vois, ton potentiel, ça va être ça. Si le potentiel Ben Arfa, il est là, le tien, il est là, mais toi, tu arrives à faire ça, en termes de réaliser, tu vas être meilleur que lui. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, JDM, ce qu'il fait, c'est ça. C'est que sur sa boxe, sur son game offensif, il a quelque chose qui est très dangereux pour n'importe quel combattant. Et sur sa supposée faiblesse, donc sa kryptonite qui va être les lutteurs, il a développé quelque chose de suffisamment fonctionnel pour leur faire peur aussi, ou en tout cas pour les neutraliser. Ouais, j'ai juste une réponse, Baba, sur le striking et la défense qu'on a pu voir sur les derniers combats de Jack Della Maddalena. Je trouve que en défense, il est bon parce qu'il se fait pas vraiment toucher en striking, mais aussi parce qu'il met un gros rythme. Et il est toujours en activité debout, donc il ne fait pas forcément toucher. Puis aussi, en vrai, il faut dire aussi l'adversité de Jack Della Maddalena. C'est une split contre Hollande, une split contre Afem. C'était pas les meilleurs strikers de la catégorie. Je trouve qu'il a des esquives très type boxe anglaise. Ouais. C'est très ancré. Il va esquiver avec le coup d'œil, un peu comme peut le faire aussi Doumbé, mais lui avec plus relâché. Et donc, je trouve qu'il est quand même il est quand même assujetti à certains kicks. Bien sûr. Et avec un Makhachev qui envoie plus de kicks, il en a pris et il va en prendre un peu plus, je pense, contre Islam Makhachev. Et aussi, là, pour le coup, c'est aussi Brian Boulon sur le podcast Fight Minds qui l'a fait remarquer, qui l'a mis en exergue. Il a de très mauvaises réactions sur les middle kicks. Oui, c'est vrai qu'en plus c'est un gaucher en face de lui, donc c'est sûr que ça va donner un avantage pour la jambe arrière de Makhachev, qui aime bien bosser avec sa jambe arrière et qui arrive maintenant à être très précis avec. Le truc, c'est que sur ce système défensif de JDM et sur ces esquives-là, en fait c'est un preneur de risque. Et c'est ce que j'aime dans son style. Donc il va prendre des coups, il finit un peu gonflé contre Belal Mohamed quand même, tu vois. Mais en fait c'est un preneur de risque, c'est quelqu'un qui va accepter de rentrer à l'intérieur contre un lutteur et de rester dans le feu pour boxer. Donc les lutteurs aujourd'hui à l'UFC, ils savent boxer à peu près. Tu vois, Canelo Owens de Belal Mohamed, là, il sait envoyer des trucs, il sait envoyer des combinaisons, il va te faire mal. C'est des petits gants de toute façon, ça c'est clair. Donc je suis d'accord avec toi, Anto. Maintenant, c'est un mec qui va accepter de prendre ce risque-là et d'en prendre pour te faire beaucoup plus mal. Et lui, quand il va te faire mal, ça va être de l'invisible. Ça veut dire que toi, tu vas voir le crochet du gauche qui passe à la tête, alors que lui, c'est ton foie qui vient chercher. Et toi, tu vas grimacer, tu vas rester silencieux, mais tu vas retourner t'asseoir, tu vas dire là, il m'a touché au corps. S'il rentre encore une fois, je suis mort. Et pour ceux qui ont boxé, cette sensation-là. Elle est horrible. Thomas, c'est aussi ce qui a noté. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le film qui est actuellement sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat sur cette opposition Makhachev Della Maddalena. Ce qui est fou aussi, c'est l'évolution quand même. C'est ça qui fait peur avec ce mec, je trouve, Della Maddalena. Quand tu vois ses premiers fights, il y a des images dans le film quand c'était chez lui en Australie et tout. Franchement, niveau, mais quand tu dis que ce mec-là, quelques années après, va être champion UFC et que potentiellement, quand on envisage ce combat, il peut inquiéter Makhachev, on se dit, mais d'où il vient ce gars-là? C'est ça aussi qui fait peur, c'est son évolution. Et est-ce que toi, tu es d'accord avec tout ce que tu as entendu là, Thomas? Oui, je suis d'accord. Mais déjà, sur le côté mental, il faut comprendre que le mec, il a commencé avec 2 défaites. Donc, il a dit que c'était la plus dure des choses à faire, c'était de se relever de ces 2 échecs. Moi, je vais faire un comparatif avec ce que je donne à mes élèves, parce que tu le fais aussi. Quand ils font leur première compétition, je leur dis toujours, pensez pas médaille. Gagnez votre premier combat. Parce que si tu sais pas que tu es capable de gagner, tu peux pas gagner le reste. C'est fini. En fait, donc, il avait besoin de ça, de se remonter, de se remotiver, de se remobiliser pour ensuite gagner son premier combat. Et ensuite, on a vu que ça a fonctionné. Il savait qu'il était en capacité de le faire. Il n'a plus jamais perdu derrière. Maintenant, c'est un bosseur. Il a conscience de ses lacunes. Tu parlais de sa garde d'anglaise. Tu vois, Belal, il a beaucoup mixé dans sa boxe. Il a beaucoup envoyé de kicks et tout ça. Et ça lui a pas fait plus défaut que ça. Il a une responsabilité défensive qui était très bonne. Il a bloqué les high kicks et tout ça. Il n'y a pas eu de souci. Sa garde d'anglaise, pour moi, c'est une force. C'est une force parce que ça lui permet aussi de mieux contrer la lutte, d'être plus sur ses appuis, de pouvoir avoir un mouvement de buste qui est beaucoup plus propre que la plupart des gens. Tu vois, si tu compares les mouvements de buste en défense de Makhachev et les mouvements de buste en défense de Jack Della Maddalena, c'est pas du tout la même chose. Makhachev, c'est très saccadé. Il vient, il descend, il fait un angle, il essaie de frapper. C'est pas le cas avec Jack Della Maddalena. D'ailleurs, ses principales feintes viennent de ses mouvements de buste. C'est-à-dire que tu as des combattants qui vont feinter en envoyant Volkanovski beaucoup de fake frappes. Beaucoup d'informations. C'est ça, beaucoup d'informations. Il sature d'informations. Maddalena, il fait pas ça. Il vient, il tourne ses épaules. Il est juste là. Il tourne les épaules, il vient, il fait des petites feintes, et puis d'un coup, il va déclencher. Il va envoyer un uppercut, il va envoyer un crochet, il va descendre au corps, il va feinter la tête, il va descendre au corps, il va remonter à la tête. Et ça, d'une part, ça masque son travail, mais en plus de ça, quand tu veux rentrer là-dedans pour lutter, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment une grosse force pour lui. Parce que quand l'adversaire, ce qui lui permet de faire cette descente très très bas et de garder sa frame, c'est parce qu'il a cette mobilité et cette précision dans ses mouvements de buste. Donc ça va le desservir sur certains aspects, parce que c'est vrai que tu te dis anglaise, high kick, Leon Edwards,
Kamaru Usman, voilà, le pattern, il met sa tête toujours du même côté, le high kick qui monte. C'est une réalité. Oui. Mais ça sera moins le cas quand même avec JDM parce que ces mouvements de buste, ils sont pas, encore une fois, unidimensionnels. C'est-à-dire qu'il varie, il bouge beaucoup. Il peut t'esquiver en allant sur la droite comme en allant sur la gauche. Il ira pas toujours du même côté. Donc oui, ça reste toujours un risque, mais moins prégnant que par exemple un Kamaru Usman, par exemple, ou même un Makhachev. Un Makhachev qui va presque toujours aller du même côté et saccader, quoi. On a détaillé du coup dans ces focus sur les deux combattants ce qu'on voulait évoquer après, Baba, avec la guerre de terrain, striking contre grappling. On va quand même refaire une petite approche là-dessus avec toi d'abord en striking, Baba, parce que notamment la question à laquelle on n'a pas forcément répondu, c'est est-ce qu'il va pouvoir réussir avec ses armes JDM dominer sans aller au sol? C'est ce qui tu demandes le coach qui le prépare. JDM s'il voudrait faire, dans son idéal, son monde parfait, c'est ça. Ouais. Mais je domine en striking, un petit caillou dans la chaussure en face. je stuff les takedowns, enfin je stoppe les takedowns et je me relève et je recommence à te remplir et puis on fait ça à l'infini. Donc lui, je pense qu'il faut jamais oublier que c'est ce qu'il aimerait faire et puis c'est sur quoi il faut tendre. Parce que c'est un combattant complet, je suis d'accord avec Thomas là-dessus, c'est clair. Mais pour moi, à un moment, ça finit toujours par leur faire, par leur faire défaut, par les desservir en fait. Cette recherche-là de combat total, de complétude totale, à un moment donné, tu oublies ce qui fait ta grande force. Ta grande force, c'est ta grande force, faut rester dessus. Là, le but du jeu, le combat, ce que j'aime, ce qui me plaît par-dessus tout dans le combat, c'est la bataille mentale que tu vas imposer. Ok, on est deux gars, on s'est préparé pendant 2 mois. Qui c'est qui va réussir à imposer en fait sa volonté et son style à l'autre? Moi, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit que je préfère un combat long où je te domine pendant 5 reprises qu'un KO premier. Parce qu'à la fin des 5 reprises, on peut se serrer la main, se regarder dans les yeux et se dire je suis plus fort que toi. Tu crois qu'on aura des réponses dans les 2 premières minutes du combat? On aura des réponses là-dessus déjà ou... Je crois pas, moi. Je suis persuadé que non. Ça va mettre du temps à s'installer. Moi, je crois pas. Je crois qu'on est tous d'accord où il y aura beaucoup d'observations. C'est 2 diesels, c'est 2 combattants qui sont intelligents, qui aiment prendre leur temps, qui vont tester beaucoup, qui vont envoyer des informations, des feintes, chacun dans son domaine de prédilection. Et JDM, lui, le but du jeu, ça va être de dire à Islam, j'ai pas peur des distances de combat. Ça va être ça son enjeu à lui. Tu vois, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est lui qui accueille Islam dans cette catégorie-là. En termes d'aura, en termes de capacité, en termes d'accomplissement, Makhachev, il a fait beaucoup de choses. Et ça va être à JDM de devoir se faire respecter rapidement. Justement, de l'autre côté, Thomas, côté grappling avec Makhachev, comment est-ce qu'il arrive à tout lier? Comment est-ce qu'il lie son grappling, sa lutte? Comment est-ce que ça fonctionne de toi, ton œil d'expert, qui va peut-être essayer là de nous le simplifier, de nous raconter les gros traits de son style à Makhachev? C'est quoi justement? Ça va être ces transitions, tu le disais tout à l'heure, les transitions entre les positions, c'est-à-dire qu'en fait c'est tellement drillé, c'est tellement répété depuis toujours que ça devient logique en fait, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas ce qu'il va faire derrière. Quand il fait le dernier takedown, qui est celui qui a été repartagé partout avec Poirier, où il lui attrape le pied, il le bascule, et derrière il sait il l'accroche. Voilà, en fait il sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que quand tu bascules le pied, il sait que c'est pas les jambes qui vont se présenter, mais ça va être la tête. Donc limite, inconsciemment, il sait déjà les armes potentielles qu'il peut déjà mettre en place. C'est vraiment ça. On le voit sur les phases de sol. Quand on parle de transition sur les positions, c'est de toujours comprendre ce que l'adversaire va faire pour prendre un temps d'avance sur lui. Tu sais, c'est ce que je dis souvent dans le podcast. Il n'y a rien de pire pour conserver une position que de vouloir la conserver. C'est con, hein, ce qu'on dit là, ça a l'air antinomique comme ça. Mais si tu veux conserver ton contrôle, il faut que tu saches passer d'une position à une autre et savoir dans quelle temporalité tu peux passer d'une position à une autre. Tout est une question de timing. On dit souvent dans le jiu-jitsu brésilien, tout est possible, on peut sortir de tout si tu es dans le bon tempo. Et en fait, c'est ça. Et il le fait véritablement très bien. C'est-à-dire que quand il va prendre une position montée, il voit son adversaire qui va commencer à sortir, c'est-à-dire pousser sa jambe pour essayer de recomposer. Lui, derrière, il va directement aller cheminer vers le dos. Il va perdre le dos, il va tout de suite reprendre la position montée. L'adversaire va réussir à sortir, il va revenir en turtle position, donc à 4 pattes, en quadrupédie. Il va tout de suite venir attaquer le front headlock. De là, il peut attaquer son darse. Il sait déjà. En fait, tous ces chemins-là, ils sont déjà clairs pour lui. Donc, voilà, en fait, c'est ça le secret. C'est juste qu'il a drillé ça pendant des années. Par rapport à ça, du coup, toi, Anto, on a eu l'apport du coach pied-point, on a eu l'apport du coach grappling, JJB, etc. Qu'est-ce que toi, tu vois et quelles clés tu as retenues de ce qu'ils ont donné? Moi, de ce que j'ai retenu, c'est que Jack de la Maddalena peut gagner que en boxant
et Islam Makhachev peut que gagner avec son grappling et son JJB. Et c'est ça, d'où l'apport de Craig Jones si certains, je dis certains, je mets des gros guillemets, c'est pas moi qui parle, questionnent Craig Jones. Genre, oui, c'est bien de s'entraîner au grappling, c'est bien de s'entraîner au JJB avec lui, mais c'est pas comme ça que tu battras Islam Makhachev. Si tu battras Islam Makhachev, comment ? En le boxant, en étant plus fort que lui ou en le mettant KO. Enfin, en le lisant, je trouvais ça un peu fou, mais plus j'y pense et je me dis, bah écoute, si tu t'entraînes que en grapplant alors que tu es un boxeur de base, est-ce que tu t'entraînes pas juste pour ne pas tomber ? Alors que faut le battre, faut le mettre KO. Islam Makhachev, tu gagneras pas si tu es sur ton dos ou il est dans ton dos. Oui, c'est sûr. Mais en fait, le truc, c'est de savoir après Craig Jones comment il a pensé son grappling. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais du JJB pur, oui, effectivement, t'es mort dans le film. Ça, c'est sûr et certain. Mais explique-nous justement. Alors, tu vas nous expliquer. Parce qu'il y a des vidéos. Juste pour Craig Jones, faut préciser, c'est donc quelqu'un de très connu et reconnu dans ce milieu et qui notamment a mis en place un système anti-dagestanais. En tout cas, c'est lui qui le présente comme ça et c'est lui qui va aider Jack Della Maddalena à pouvoir contrecarrer les plans d'Islam Makhachev. Tu peux, en nous donnant les réponses à ces questions-là, justement aussi nous dire un petit peu la sommité que représente dans ce milieu-là Craig Jones. Alors, Craig Jones, c'est quelqu'un qui a débarqué, qui a fait parler de lui surtout. La première fois où vraiment tout le monde a parlé de lui, c'est quand il a soumis Leandro Lo à la DCC en 2017. Le mec, il arrivait de nulle part. Il était là, torse nu, avec son short legging. Enfin, on voyait qu'il n'était pas du tout. C'était pas le Craig Jones où la communication est très léchée comme aujourd'hui. Hein. C'est vraiment, il est arrivé comme ça. Il vient d'Australie d'ailleurs, comme justement JDM. Ouais. Et c'était un élève de Lachlan Giles. Donc Lachlan Giles qui est un des, pour moi, dans les coachs, un de ceux qui ont le plus révolutionné le game. Il y avait lui, Danaher par exemple, si je cite que ces deux-là. C'est marrant parce qu'il s'est entraîné avec les deux. Avec les deux. Donc il a commencé avec Lachlan Giles, qui est très très fort dans tout ce qui est système de clé de jambe, ce genre de choses. Mais pas que, ça amène vers un autre jeu. Ce qui lui a permis de gagner justement contre Leandro Lo, c'est qu'il est parti des jambes pour ensuite venir prendre le dos et venir étrangler Leandro Lo. Derrière, il a fait son bonhomme de chemin. Il a performé surtout sur des circuits professionnels. Donc il a fait surtout la DCC, le BI, donc Eddie Bravo Invitational, le Kazai, enfin tous ces trucs-là, le WNO. Il a rarement combattu sur le circuit BJJF, déjà parce que c'est pas son style et que de toute façon il a compris qu'il avait plus à prendre en termes de notoriété avec le circuit professionnel. Et un peu de sous. Et bon, surtout beaucoup plus de sous. Derrière, pour parfaire son jeu, il a été très intelligent, il est parti chez Danaher parce que justement c'est, on va dire, la V2 de Lachlan Giles. Ouais. Et surtout aussi il y avait des sparring comme Gordon Ryan, comme Gary Tonon, comme toute la Danaher d'escouade en fait, qu'on régnait sur le grappling pendant tout un temps, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait scission entre Gordon Ryan et de l'autre côté la B-Team avec justement Craig Jones et Nicky Ryan et Nicky Rod et ce genre de choses. Ils ont créé la B-Team. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont conservé dans la B-Team, ils ont conservé cette recherche de progresser systématiquement et de décortiquer le jeu des autres pour arriver à le contrer, à trouver un anti-jeu sur tous les jeux. Et ça commence comment cette histoire justement de j'ai trouvé un système anti-Dagestani? Ça vient du grappling ou ça vient vraiment de quand il commence à côtoyer des combattants de MMA? Je pense que c'est un peu les deux en même temps parce qu'il y a le... alors, bien sûr, j'ai une mémoire de poisson rouge. On peut pas, vu tout ce que tu nous dis depuis le début de l'épisode, on peut pas dire ça non plus. Alors, je pense qu'on peut sur les noms, c'est très compliqué. Bon, il y a une compétition qui s'est mise en place et j'en oublie le nom. Bref, l'AIGA. Voilà, c'est l'AIGA. L'AIGA, la première édition de l'AIGA, c'était justement la team Khabib, donc des Dagestanais, samboïstes et tout ça. Alors, c'était pas la team Khabib, il n'y avait pas Makhachev, il n'y avait pas Khabib, il n'y avait pas tous ces mecs-là. Mais c'était en tout cas des mecs qui s'entraînaient avec eux, qui se sont confrontés à ce qui se faisait de mieux dans le grappling. Donc avec la team dont je me souviens plus le nom non plus. J'ai un vrai problème avec les noms. Bref, donc ils ont commencé en fait à partir de là à construire aussi un anti-jeu du style grappling. Mais grappling en tout cas dagestanais, en tout cas samboïste. Donc c'est là où ils ont commencé à travailler là-dessus. Après, je pense que Craig Jones a toujours été proche de Volkanovski, il a toujours été proche aussi de Craig Jones, parce que de JDM, pardon, parce qu'il peut pas être proche de lui. Quoique, il a peut-être plusieurs personnalités, mais en tout cas voilà, il était très proche d'eux, et je pense que ça fait longtemps déjà, même dans l'ombre, où il a commencé à les former. Derrière,
il a constaté que l'évolution du MMA, c'était le style dagestanais, que c'était ça qui faisait que personne n'arrivait à décortiquer le jeu et ce qui les a fait performer. Hein. Moi, je le dis souvent, c'est que des temps, c'est des temporalités. Bien sûr, On a des ères. c'est des cycles pour tout le monde. Ouais. Et là, on a une ère des combattants dagestanais. Et donc, il a pensé le jeu sur un style MMA, donc en prenant en compte les frappes aussi. Donc pas que le grappling, mais aussi en prenant en compte les frappes, pour créer, et en prenant en compte la cage, parce qu'on en parlera, pour créer un jeu qui colle et qui contre un peu le style dagestanais. Ok, et donc en gros, c'est lui a réussi à s'adapter entièrement au MMA. Il a créé un game adapté au MMA pour que des mecs comme JDM, qui sont peut-être plus des strikers, réussissent à contrecarrer ce que vont proposer les mecs en face. Est-ce que toi, tu y crois? Est-ce que tu as déjà constaté que finalement, il y avait sur des axes d'amélioration de combattants dont il s'est déjà occupé, tu as constaté que ça avait fonctionné? Volkanovski, hein, de toute façon. Tu prends le premier combat de Volkanovski, c'est le meilleur exemple. Il a complètement annihilé le jeu. Si on met de côté la prise de dos, où c'est une erreur de Volkanovski, quand il repart à 4 pattes à la cage, il était en surconfiance, il a fait une erreur, il s'est fait prendre le dos. Mais même dans le dos, on voit le travail apporté par le grappling, parce que, autre chose, on parlait de l'étranglement. Pour l'étranglement dans le dos, il faut aussi que ta tête soit bien positionnée. Et si on fait attention, Volkanovski faisait bien attention à mettre sa tête de l'autre côté de la tête justement de Makhachev, et d'essayer de glisser ses épaules dans le dos pour sortir toujours de l'axe de l'étranglement. Ça s'invente pas. C'est quelque chose qui a été travaillé. Donc on l'a vu. On a vu beaucoup de choses qui ont été mises en place avec Volkanovski qui ont fonctionné. Et moi, ce que j'aime avec JDM, et c'est ce que je te disais quand on en discutait, c'est qu'ils ont un physique qui est plutôt similaire. Ils sont très souples tous les deux, ils sont très longilignes, ils sont très musculeux. Et c'est vrai que Craig Jones ne peut faire du Craig Jones que parce que c'est Craig Jones, entre guillemets. Mais si tu trouves quelqu'un qui a à peu près ton style de morphologie, tu peux déjà plus collé avec son jeu. C'est ça mon truc, c'est de dire, parce que lui, il auto-labellise ça comme un style anti-Dagestani. Mais c'est très 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 inhérent à ses qualités athlétiques qui peuvent se retrouver aussi en Volk et en JDM. Ma question, c'est que, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un système anti-Dagestani si déjà, ta data, c'est un combat, aussi bien ce combat se soit passé, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est un combat, ta data, et deux, qui est très dépendant aussi de ce que tu vas pouvoir ramener athlétiquement sur la table. Ouais, après, le but, c'est de déconstruire leur force, en fait. Tu sais, c'est comme en boxe. Tu sais, en boxe, on dit souvent, il faut que tu travailles sur les faiblesses de ton adversaire. Mais non, pas forcément. Tu peux travailler sur ses forces. Parce que si tu arrives à tuer sa force, derrière, tu tues son style. Et en plus, tu l'as mentalement. Qu'est-ce que c'est que le style dagestanais? C'est de venir rentrer, bodylock, la plupart du temps de t'emmener vers l'avant, donc d'où le système à la cage. Tu voyais Volkanovski qui mettait le front à la cage, parce que si tu es face à la cage, tu peux pas être emmené vers l'avant, donc il peut t'emmener que vers l'arrière. Et quand il t'emmène vers l'arrière, crochetage de la jambe, et sortir les fesses pour essayer de revenir en face. Donc revenir en face avec le système de scramble, où il vient rentrer en enfourchement entre les jambes. D'ailleurs, JDM, c'est ça que j'aime, c'est que lui travaille beaucoup en octopus guard. Qu'est-ce que l'octopus guard, vous me direz? Je fais les questions et les réponses. Donc, l'octopus guard, c'est quand tu viens rentrer sous le bras de l'adversaire pour venir l'encercler. Donc, sa tête, elle est derrière toi. Donc, déjà, tu n'as plus de frappe. Et derrière, tu as beaucoup de chemin pour renverser. Parce que soit tu mets un crochet papillon, tu renverses, soit tu te remets sur tes genoux, tu enfourches, tu remets l'adversaire sur le dos. Soit tu viens saisir sa jambe et tu l'enroules, tu mets un coup de hanche et tu l'enroules de l'autre côté. Tu as plein de chemins de travail. Avec cet octopus guard, et JDM le fait véritablement très bien. Il nous l'a prouvé avec Burns, il nous l'a prouvé avec Belal. Autre chose, la menotte dagestanaise. J'allais y venir, parce que comment on contre ça? Parce qu'ils l'ont imposé à tout le monde. Mais va sur Alpha Fight Club. Je vais montrer sur la page sur Instagram YouTube. Thomas fait des tutoriels. Je vous invite à les regarder sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez voir, il fait les gestes en même temps. D'ailleurs, c'est assez lié aux mecs du sol, parce que les mecs du striking, ils disent pas gauche droite. Thomas, ça fait des années qu'il me dit toujours les mouvements. Ça fait des années que Thomas me demande de passer à la salle. Pourquoi je n'y vais pas, à votre avis? La narque tout à l'heure, il fait bien comme ça. Il attrape bien le poignet et tout. J'avais déjà la main derrière son épaule. Non, la menotte dagestanaise, en fait, la contrée, c'est pas forcément essayer de lutter contre. C'est-à-dire qu'un moyen simple de la contrer, c'est de tendre le bras. On est d'accord? Le but, c'est de resserrer ton bras contre tes coudes. Donc si tu as de la puissance, tu es Ngannou, tu vas tendre le bras, il n'y a pas de problème. Donc ça, en fait, on va dire qu'il y aurait deux axes. Tu es fort, tu tends le bras, tu peux sortir ton bras, tu peux essayer de le récupérer. Tu pas fort, mais tu es souple. Tu es longiligne, tu es un JDM. Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que le bras, il est derrière ton dos.
quand il te met la menotte d'Aguestanes? Bah, tu vas rouler sur ton épaule. En fait, tu vas remonter tes fesses, tu vas venir dans ce qu'on appelle une orange, c'est-à-dire tu roules d'une épaule à l'autre. Et en fait, quand tu montes comme ça, et si en plus tu arrives à garder tes jambes entre ces jambes, tu as un excellent renversement qui se passe à ce niveau-là. Je l'avais décortiqué, c'est pour ça que je l'avais expliqué justement sur ma chaîne, parce que c'est un truc que j'avais voulu travailler avec Nora Cornell quand je l'avais coaché. C'était vraiment de se dire, la menotte d'Aguestanes, en fait, il faut la démystifier. Parce que juste, tu soulèves tes fesses, tu pars en orange, tu as un renversement qui est super simple. Et tu te retrouves en plus en top position, et la menotte, elle n'a plus lieu d'être. Parce que même si tu as le bras dans le dos, il a qu'un bras de toute façon sur la menotte. Donc, il n'a plus la puissance, il ne peut pas te soumettre avec ce bras. Il ne peut pas attaquer la Kimura. Et c'est ce que fait très bien JDM. On l'a vu, la séquence de fin contre Burns, par exemple, il sort un peu de cette manière-là. Il monte ses fesses, il roule, il arrive à sortir. Il y a Burns qui essaye de revenir tout de suite, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de striker tout de suite. Il essaie de revenir en lutte, il prend le coup de genou, merci, bonsoir. Et après, la dernière des choses, c'est ce que disait Craig Jones sur son système anti-dagestanais, c'est que les Dagestanais sont très forts quand ils contrôlent, quand ils dominent ta ligne d'épaule. Parce qu'il y a deux lignes à contrôler, la ligne de hanche ou la ligne d'épaule. Eux, ils montent très fortement sur la ligne d'épaule. Si tu restes assis, si tu fais ce qu'on appelle... Alors, déjà, tu as des gardes actifs, donc ils parlent de l'arrivée inversée, donc quand tu viens crocheter de l'intérieur vers l'extérieur avec ta jambe. Si tu es en Z-garde, c'est-à-dire en demi-garde, mais avec ta jambe en barrage, ou si tu es en sit-garde, si tu t'assois, ce que fait très bien d'ailleurs JDM avec son crochet où il tend bien la jambe, et je remarque que c'est quelque chose que fait aussi Craig Jones quand je vous dis qu'il y a des similitudes entre les deux. C'est des choses où tu limites la progression de ton adversaire vers ta ligne d'épaule. Et après, il ne parle pas de rester au sol. L'objectif, c'est de se relever. C'est de ne pas durer dans le sol. Voilà. Mais c'est du coup la question à laquelle tu vas répondre. Après, je vous interrogerai là-dessus. Mais est-ce que le but, c'est plutôt qu'il attaque le grappling? Je pense que du coup, la réponse est non. Ou alors que justement, il puisse le défendre et sortir d'une situation qui pourrait plutôt profiter à Makhachev pour réappliquer ses situations préférentielles à lui. Qu'est-ce que tu préconises pour JDM? Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? JDM, il aurait tout intérêt à se relever de toute façon, puisqu'il est meilleur. Il est meilleur debout, donc il aurait tout intérêt à se relever. Donc c'est Craig Jones l'a poussé à travailler en ce sens-là plutôt, certainement. Il a poussé à le travailler en ce sens-là. Je pense qu'après, tout est une question de feeling. C'est-à-dire que quand tu prends le combat avec Volkanovski, tous les premiers rounds, il a lutté, enfin il a cherché à se relever. Et quand il a vu que ça avait entamé physiquement à la fin Makhachev, à partir de ce moment-là, il a dit pourquoi pas. Et c'est lui qui l'a amené au sol, enfin en tout cas qui a fait son scramble, qui l'a amené au sol et qui est venu mettre son grand and pound. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir peur du sol. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un nom qui finit en F que si tu me poses une fesse au sol, tu vas tout de suite te faire soumettre. Parce qu'effectivement, il a un ratio de soumission qui est très bon, mais il ne soumet pas sur chaque action. Donc, il faut aussi démystifier ça. Et il y a le mindset aussi dans l'anti-dagestanais, c'est de démystifier la force mentale, l'aura des Dagestanais, justement. Arrêtez de dire, voilà, et moi je le vois avec mes élèves, ils affrontent un Dagestanais ou un Tchétchène en compétition, ils disent, il va forcément être lutteur, il va forcément... Sharapoudine, Magomedov, il est pas lutteur. Sharapoudine, Zabit Magomed Sharipov, c'est ça, il y en a plein, c'est des Magomedov, il y en a plein. C'est ça, c'est pas des lutteurs. Et moi, j'en ai rencontré suffisamment dans le monde du grappling pour comprendre qu'ils ont, par chance pour eux, des aptitudes physiques qui sont très bonnes, ce qui les favorise dans la lutte et dans le grappling. Ils sont souples et ils sont puissants. Mais un débutant dagestanais ou tchétchène, ça reste un débutant. Un mec, ça reste des mecs normaux. Enfin, moi, j'en ai affronté par pelleté. Il y en a qui étaient vraiment très forts, surtout dans le domaine de la lutte, dans les scrambles. Mais dans le sol pur, j'ai jamais vécu un truc où je me suis dit ah ouais, en fait, à chaque fois que je combats contre un Dagestanais, à chaque fois, c'est une misère, quoi. Non, c'est. Ouais, en fait, ça a été mystifié par le 29-0 de Khabib, par toutes ces. Mais tu dis que, en fait, ils inventent rien de si particulier. En fait, ils appliquent parfaitement un style. Et ils s'y tiennent, mais ils inventent rien, c'est ça que tu dis aussi? Moi, je pense que leur force de travail, leur rigueur de travail, c'est plutôt ça le facteur, en fait, le game changer. C'est juste ça, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui, depuis toujours... C'est des mecs qui travaillent, qui ont toujours fait ça. Ils ont été sortis de chez eux très rapidement pour s'entraîner dès leur plus jeune âge, ce qui aussi favorise leurs aptitudes physiques, parce que justement, ils ont construit leur corps pour les sports de combat. Et derrière, ils ont travaillé dans ce sens, en fait. Mais c'est ce que disait Paul Hughes. Il a affronté 2 fois Ousmane Nurmagomedov, le cousin de Khabib. Il dit il n'a rien de spécial. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui nous écoutaient, les 2 combats
de Paul Hughes contre Ousmane Nurmagomedov, il se fait pas laver du tout. Il y a, je dis pas qu'il gagne les combats, mais il y a en tout cas le dernier, il peut potentiellement le gagner. Mais lui, il le disait, ils ont rien inventé. Ils s'entraînent comme nous, du début des sports de combat à aujourd'hui au PFL ou à l'UFC. Mais il y a juste une mystique. Il n'y a pas une capacité spéciale. Genre, ils se transforment pas en Super Saiyan au moment où ils arrivent dans la cage. Non. C'est que il y a des techniques, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire pour contrer les Dagestanais. Et Paul Hughes, ça a été d'allumer le ventre de Ousmane Nurmagomedov. Et on le voit dans les deux combats. Peut-être qu'Ousmane a peut-être moins de mental que peut l'avoir Islam Makhachev ou Khabib. Je crois que c'est même le cas. Ouais. Et Oumar est de la même trempe que Ousmane, je pense aussi. Bah, une fois qu'ils sont rentrés dans le crâne, une fois ils ont perdu leur repère et leur domination, ce ne sont plus les mêmes. Ouais. Très intéressant en tout cas toutes ces analyses techniques aussi, et c'est vrai qu'il y a retrouvé du coup sur tes différentes pages, on les rappellera à la fin, mais si des gens veulent aussi un appui visuel, un support visuel pour illustrer tout ça, c'est illustrable sur tes différentes pages. Baba, parce que du coup c'est passionnant, et voilà, comme d'hab, à chaque fois on se dit on a dépassé les 45-50 minutes, et finalement ça y est, on est à plus d'une heure, mais parce que trop dur de couper toutes ces analyses juste sur l'enjeu et sur la legacy un petit peu que pourrait laisser ce combat. Ça confirmerait, si Makhachev l'emporte, que c'est lui le meilleur combattant toute catégorie confondue actuellement. Oui, pour moi c'est le meilleur. Pour moi c'est déjà le meilleur. L'UFC a choisi de classer Topuria en numéro 1 et vu les accomplissements récents, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Tu mets KO Charles Oliveira, tu mets KO Holloway, tu mets KO Volkanovski, c'est très 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 fort. Maintenant Islam Makhachev, moi c'est mon avis personnel, je trouve qu'aujourd'hui pour moi c'est le meilleur combattant du monde. Ouais. Et en tant que meilleur combattant du monde, il est face à un énorme challenge où il peut montrer justement à quel point il est fort, à quel point il est un combattant de grand talent. Et puis en plus, il met dans la balance quelque chose qui va être, moi je pense, important pour lui, c'est de se dire, il y avait Abdulmanap et Khabib, et ils ont fait beaucoup pour moi et pour ma carrière, mais Islam Makhachev, c'est lui, et il a fait ça. Et ce qu'il a fait, en fin de compte, c'est quand même mieux que ce qu'a fait Khabib à la fin, tu vois. Donc, et je pense que Khabib serait tout à fait heureux de ça. Faut pas croire qu'il y a une rivalité ou je sais pas quoi. C'est son frère, c'est la même chose. Et puis il récolte aussi les lauriers parce qu'on sait qu'il est aussi dans son coin. Et je pense que c'est pour eux de pousser encore la barre un peu plus haut pour toute la team de Nurmagomedov. Khabib l'a dit. Il a dit une fois que Islam et ses deux cousins arrêtent, lui aussi arrête. En fait, sa carrière n'ira pas plus loin que les combattants qu'on a actuellement. Donc pour Khabib aussi, je pense que c'est important qu'Islam réussisse ça, tu vois, pour dire j'ai plié le game en tant que combattant et j'ai plié le game en tant que coach. Vous êtes gentil, mais je vais aller faire autre chose maintenant, tu vois. Thomas, dans l'autre sens, est-ce que toi tu le prendrais un petit peu comme une défaite du grappling face à l'avènement et à une victoire du striking si JDM l'emporte? Non, pas du tout, parce que en fait, il y a tellement de combattants qui sont extrêmement forts en grappling, qui sont des bons représentants du grappling. On parlait d'Oliveira tout à l'heure, on parlait de Burns et tout ça. Donc, en vrai, de vrai, et on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on n'a plus. C'est plus les UFC 1, 2, 3. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les gens font du MMA. Alors, oui, tu as des prédispositions, il y en a qui ont un passé, mais aujourd'hui, on tend tous vers un sport de combat qui s'appelle le MMA. C'est vraiment ça. On aura toujours, bien sûr, des goûts plus prononcés pour une discipline ou pour une autre. Mais tout le monde sait défendre la lutte maintenant, tout le monde sait faire un renversement, tout le monde sait se relever à la cage, tout le monde sait envoyer un coup de poing. Après, il y en a qui le font juste mieux que d'autres. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des oppositions de style, c'est une réalité. Mais des fois, on en crée. Je parle de Pereira en Kalaev. On a essayé de créer une opposition de style qui n'avait pas lieu d'être puisque c'était deux strikers. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. En Kalaev. mais pour le coup, pour moi, non. Parce que, en plus, comme je t'ai dit, pour moi, JDM est aussi un représentant du grappling et du jiu-jitsu brésilien. Ce qu'il fait au sol, c'est ce que peu font au sol. Ce travail d'octopus, cette capacité de scramble, cette précision dans les mouvements, c'est des choses que tu ne retrouves presque même pas dans le des mecs qui sont labellisés grappleurs. Chez des mecs qui sont labellisés grappleurs. Honnêtement, il fait des choses que plein de gens ne font pas. Donc c'est pour ça que, oui, c'est sûr que si tu le prends sur le papier, c'est un excellent boxeur. C'est même un des meilleurs boxeurs. Mais c'est pas le pire des grappleurs. Tu vois. Donc quoi qu'il arrive, Anto sera aussi le mot de la fin. Avant de faire un mot très rapide, parce que du coup on n'aura pas le temps pour faire les autres combats de la carte. mais en gros, c'est un combat qui va récompenser le MMA dans sa globalité, parce que des deux côtés, ils sont hyper complets l'un et l'autre.
C'est exactement ça. Tu as 2 combattants qui ont, oui, des points forts, mais ils sont surtout complets dans tous les compartiments du jeu du MMA. Donc le MMA va grandir encore une fois au Madison Square Garden. En plus, tu as la plateforme c'est l'UFC, c'est à New York, c'est un événement hyper attendu. La carte, elle est folle parce que, oui, il n'y a que des combattants classés sur la main card, il y en a quelques-uns en carte préliminaire. Donc c'est vraiment la plateforme, le combat qu'il fallait faire. En plus, on disait que Makhachev n'avait plus de défi en moins de 70, hormis Topuria. Mais le fait d'aller en 77, là, tu fais une projection sur l'avenir. Hein. Il bat Jack de la Maddalena. Le Makhachev Topuria, c'est encore une victoire pour le MMA et l'UFC. Encore, toujours, il gagne. Comme Taylor disait, l'UFC, c'est le casino, il gagne toujours. En 2026, une opposition Makhachev Topuria, pourquoi pas. Ouais, allez, la carte de cette UFC, donc 322 avec Benoît Saint-Denis, dont on va consacrer un épisode aussi, contre Beneil Dariush, Edwards contre Prates, Sean Brady contre Morales, et puis quand même Baba, juste redire un mot sur Shevchenko Weili Zhang, parce que c'est vrai que Shevchenko, elle enfile les records, elle rentre évidemment dans la conversation peut-être pour être la GOAT historique à l'UFC, Amanda Nunes qui lui fait concurrence évidemment, mais en tout cas si elle gagne, qu'elle bat Weili Zhang qui est l'autre meilleure actuelle, quoi qu'il arrive, elle viendrait renforcer sa legacy, et on pourrait se dire que Shevchenko elle est encore en train de faire quelque chose de très très lourd là. Ouais, c'est fort parce que à bien des égards tu pourrais te dire que Shevchenko elle pourrait arrêter sa carrière. Elle est dans le combat depuis qu'elle a genre 4-5 ans. Elle a totalement dominé un premier sport pendant des années, c'est le Muay Thai. Moi je l'ai vu de mes yeux faire, c'était l'impression qu'elle faisait pas le même sport que ses concurrentes, notamment à l'IFMA, au championnat du monde amateur, et ensuite dans sa carrière professionnelle. Derrière, elle a choisi de faire du MMA, elle domine quasiment de la même manière, en dehors de Nunes, mais c'était même pas sa catégorie de poids, c'était plus haut, donc c'est une légende du combat, tout simplement, il faut dire ce qu'il y a, Valentina Shevchenko, c'est une légende, elle a écarté, même si ça a été un combat serré, elle a écarté Manon Fiorot, qui était, à mon sens, sa plus grande menace, et je vais le dire, peut-être que ça va faire bizarre aux gens, peut-être à des égards une plus grande menace que peut l'être Weili Zhang. Donc c'est que te dire, à part que si jamais elle gagne ce combat-là, et en toute franchise, je soupçonne qu'elle va le gagner. En tout cas, moi, je l'ai favorite. Ça va être. Après, c'est Nunes et elle, et puis toutes les autres, quoi. Ouais. Très bien. Bon, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci Baba, merci Anto, comme d'habitude, et surtout, merci à Thomas Logodec. Tu peux nous rappeler juste où on peut te retrouver sur YouTube, sur Instagram, un petit peu partout Un peu partout. Donc, j'ai le podcast Tatami Connexion que vous retrouvez sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Et après, c'est la chaîne Alpha Fight Club. Hein, si vous voulez avoir de la technique au sol, voilà, la chaîne Alpha Fight Club sur YouTube. Donc, et sur les réseaux sociaux, Instagram, partout. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est un club aussi. Hein. C'est un coach, puisque c'est un club à Saint-Ouen. Donc, si vous voulez pratiquer le grappling à Saint-Ouen-sur-Seine, la ville la plus belle du monde, je précise, n'hésitez pas à contacter Thomas sur ses réseaux sociaux. Thomas Logodec, qui quand même, on peut l'affirmer, a une mémoire qui est à peu près bonne encore avec. C'est parce que tu m'as pas questionné sur les noms. C'est les noms en fait, j'ai une vraie mémoire de. Bon, merci en tout cas d'avoir passé cette bonne heure avec nous et de nous avoir éclairé notamment sur tout ce qui pourrait se passer au sol avec les skills et de JDM et de Islam Makhachev sur ce main event de l'UFC 322. On se retrouve donc pour un autre épisode sur le combat entre BSD et Beneil Dariush. En attendant, merci à Arthur Robert, merci à Vincent Cauchois à la réalisation, merci à tous ceux qui travaillent sur les contenus RMC Sport Combat. Et comme d'habitude, vous pouvez nous suivre, liker, commenter, vous abonner sur les différentes plateformes de podcast et sur YouTube. Merci de nous avoir écoutés sur ce RMC Fighter Club et à très très vite. Ciao. RMC Fighters Club.